Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En 2007, j'entamais des études de sciences politiques. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des études qui m'ont, je dois l'admettre, je dois l'avouer, beaucoup apporté sur le plan critique, sur le plan de la compréhension du monde. Mais c'est aussi des études qui m'ont mis face à de grands dangers sur le plan de la compréhension du monde et en tant que musulman. Je pense notamment à trois pièges que vous devriez connaître, trois pièges que vous devriez savoir identifier, que vous soyez étudiant ou pas d'ailleurs, parce que c'est des questions qui touchent à des thématiques universelles, notre présence sur Terre ici, les questions politiques, la société, l'individu, bref, tout ça, tout ça. Donc ces études, comme je vous le disais, elles m'ont apporté pas mal de choses, une culture générale sur l'histoire, sur le monde politique, social, etc. Et une forme d'esprit critique. Parce que pour défendre ses idées dans des dissertations, dans le mémoire, dans les présentations orales, etc., il faut un minimum réfléchir et ne pas tomber dans des évidences, dans des lieux communs, dans des superstitions, dans des clichés, etc. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quel esprit critique, parce que esprit critique, c'est un concept un peu fourre-tout, dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Et je crois que je ne me suis jamais autant posé la question de quel esprit critique que le jour où mon père avait attiré l'attention sur ma bibliothèque. Parce que voilà, je commençais à acheter des bouquins, à aller à des conférences, etc. Et il avait attiré l'attention sur l'orientation politique de ma bibliothèque parce que quand on se penchait sur le nom des auteurs, des livres que j'avais achetés et que je lisais, on était sur du Noam Chomsky, sur du Pierre Bourdieu, sur du Nia Soramonet, sur du Serge Halimi, bref, sur des auteurs qui sont plutôt de la mouvance de gauche, altermondialiste, anti-impérialiste, etc. Et donc mon père voulait juste me mettre en garde sur le fait que s'imprégner de concepts, etc., c'était aussi éventuellement tomber dans des pièges, entretenir des croyances qui sont fausses ou qui sont contraires à notre dîn. Voilà qui nous amène à ces trois pièges qu'on va aborder tout de suite. Le premier piège, c'est ce que je qualifierais de posture libérale-libertaire. Libéral-libertaire, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'atome de base de la société, c'est l'individu, c'est pas la famille, c'est pas la communauté, etc. Non, c'est l'individu vu comme étant un agent rationnel qui prend des choix pour maximiser son bien-être selon ses propres critères, selon des critères qu'il a définis lui-même sur base de ce que lui-même comprend comme étant le bien et le mal, tant qu'il n'empiète pas sur évidemment la liberté des autres. Et libertaire dans le sens où la meilleure société possible, c'est une société dans laquelle il y a le moins de hiérarchie possible, le moins de contraintes possibles, le moins de pouvoir et de domination possible. Et ça passe par des outils de déconstruction. On va radicalement déconstruire beaucoup de choses. On va évidemment déconstruire l'autorité. Un slogan libertaire bien connu que vous connaissez sans doute, c'est ni Dieu ni maître. C'est-à-dire que sur les plans politiques et spirituels, philosophiques, je conteste tout ce qui vient d'en haut. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on définit nous-mêmes à notre échelle d'humain. Et ça, c'est une chose que l'on va déconstruire radicalement, au même titre que par exemple la vérité aussi. Je me souviens sur les campus, les slogans qu'on voyait, des graffitis sur les murs par exemple, c'était du style toute vérité est négociable, toute vérité est contestable, ce genre de choses. Et on le voit aujourd'hui illustré merveilleusement par campagnes LGBT qui remettent en question des vérités aussi indiscutables qu'il y a une femme et il y a un homme. Alors, ça, c'était le premier pilier. Donc, en quoi est-ce que c'est un piège? C'est un piège parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes à la fac ou dans le monde intellectuel, militant, etc., vous allez être amené à partager des revendications avec ces personnes-là. Un exemple classique, typique, c'est une revendication telle que les jeunes filles musulmanes doivent avoir le droit de porter le hijab. Bon. Alors on pourrait se dire, on peut s'allier avec ces gens, il y a une cohérence intellectuelle avec cette posture libérale-libertaire, sauf que, et il y a un grand problème, c'est que cette revendication partagée repose sur des fondements complètement différents, évidemment. La gauche libertaire, elle défend la revendication du hijab sur base d'un critère qui est la souveraineté totale du corps. Mon corps, mon choix, c'est moi qui décide ce que je fais avec mon corps. Tandis que la revendication du hijab portée par les musulmans, elle est très différente. Elle est basée premièrement sur la soumission aux prescriptions d'Allah Azza wa Jal, et deuxièmement sur le fait que la pudeur, c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui s'habillent de manière pudique, ça c'est ce qui est attendu de nous en tant qu'humains sur Terre, tandis que se dénuder, se dévoiler, l'impudeur sont des valeurs intrinsèquement négatives. Vous comprenez un peu la différence? Pour le libéral libertaire, ce qui est bien, c'est la liberté totale, ce qui est mal, c'est la contrainte.
Tandis que pour nous, musulmans, ce qui est bien, c'est de suivre les prescriptions d'Allah Azza wa Jal, ce qui est bien, c'est la pudeur, et ce qui est mal, c'est de ne pas vouloir se soumettre aux prescriptions d'Allah Azza wa Jal, et ce qui est mal, c'est l'impudeur. Donc c'est un accident finalement que nous ayons des revendications communes. Le problème, c'est quoi? Quel est le piège? Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous, vous en êtes conscients, mais beaucoup d'étudiants musulmans qui vont à la fac, etc., petit à petit, ils glissent jusqu'à avoir des revendications qui sont sur la forme identique aux libéraux libertaires, mais sur le fond également. C'est-à-dire qu'ils commencent à croire eux-mêmes que la souveraineté du corps, c'est quelque chose de bien et qu'on ne peut pas imposer, qu'il ne peut pas y avoir de contrainte d'une société sur la façon dont on s'habille. Donc c'est là que réside finalement le piège. Et c'est un piège qu'on pourrait croire grossier, mais beaucoup de gens tombent dedans. Et voilà, sur mon parcours en sciences politiques, sur mon parcours universitaire militant et après dans les cercles musulmans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des musulmans qui considèrent par exemple qu'une femme devrait pouvoir avoir le droit de mettre sur une plage, si elle veut le hijab, si elle veut le bikini, bref, que personne n'a à dire quoi que ce soit sur ce plan-là. Le deuxième piège, je le qualifierais de campiste. C'est le piège du campisme. Alors c'est quoi le campisme? Il faut que, voilà, je vous explique un petit peu. Donc si je prends l'exemple de mon parcours en sciences politiques, il y avait des cercles étudiants, bref, toute une série de galaxies de groupuscules étudiants qui était anti-impérialiste. Et l'anti-impérialisme, c'est quoi? C'est globalement être contre l'hégémonie américaine, occidentale sur le monde, ce qui amène à être anti-américain, ce qui amène à être contre l'OTAN, ce qui amène évidemment à être contre la politique israélienne, ce qui amène à être contre le soutien occidental aux politiques israéliennes, ce qui amène à être contre le capitalisme, contre les multinationales. Et là, pareil, on pourrait se dire, on a des revendications communes avec ces gens, puisque en tant que musulmans, je ne dois pas vous le rappeler, mais on a quand même aussi des raisons de s'opposer et d'être fâché contre les États-Unis, contre Israël, contre les multinationales, contre l'hégémonie occidentale, contre la situation néocoloniale, postcoloniale, etc. C'est comme dans le premier pilier, on a des raisons apparentes d'être d'accord et de devoir mener des fronts communs. Et moi, je l'ai vraiment ressenti parce que en deuxième, troisième année de sciences politiques, je sais plus, j'ai été amené à rencontrer Michel Colomb, que vous connaissez peut-être, qui est une figure du journalisme de gauche en Belgique, qui est rattaché à un parti qui est l'équivalent de, on va dire, un mix entre LFI et le PC français, qui s'appelle PTB. Et on a été amené à collaborer sur des ouvrages, Israël parlons-en, et sur un ouvrage, finalement, j'ai quitté la collaboration, c'était un ouvrage sur ce qu'on appelle le printemps arabe, sur les révoltes arabes. C'est là où j'ai pu voir le campisme de Michel Colomb, le campisme de certains milieux de gauche anti-impérialistes, qui consiste finalement à diviser le monde en blocs. Et il y a un bloc que j'aime pas, c'est les méchants, en l'occurrence c'est les Américains, etc. Et il y a un bloc qui est anti-impérialiste, et celui-là je l'aime bien parce qu'il est contre les méchants. Bon, je caricature à peine d'ailleurs, mais là où ça pose des problèmes, c'est que finalement il y a une maxime qui découle de ça, qui est « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Ceux qui sont contre les États-Unis, qui que ce soit, puisque les États-Unis, c'est ceux que je combats, qui que ce soit qui combat les États-Unis, je le prends comme allié. Et on a vu cette illustration, par exemple, avec ce qu'on appelle le printemps arabe. Aussi critiquable soit ces révoltes sur certains plans, il y avait une logique chez Michel Colomb et compagnie, c'était de dire, lorsque vous aviez un État dans lequel le gouvernement était pro-américain, alors les révoltes des peuples arabes étaient légitimes. Mais si vous aviez un État dans lequel le gouvernement était anti-impérialiste, anti-américain, alors non, les révoltes, là, c'est pas bien. Là, c'est des complots de la CIA. Là, ce sont des gens qui n'ont rien compris. L'exemple typique, c'est Tunisie, Égypte. Là, vous aviez des dirigeants. D'un côté, vous avez Moubarak. De l'autre côté, vous avez Ben Ali. Ils sont pro-Occident, etc. Donc, il fallait soutenir les populations arabes qui contestaient l'autocratie, la tyrannie, etc. Tandis que dans le cas de la Libye et dans le cas de la Syrie, vous aviez Kadhafi, vous aviez Bachar el-Assad. Donc, vous aviez des gens qui étaient étiquetés. Il faudrait encore nuancer grandement cet étiquetage anti-impérialiste. Et donc dans ce cas-là, il ne fallait pas soutenir les revendications des peuples arabes qui se soulevaient. Il y a dans le chef des campistes, des anti-impérialistes binaires, une logique qui est finalement très machiavélique et je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend une figure comme Poutine, à l'époque de l'URSS, Poutine était derrière les valeurs soviétiques, les valeurs communistes, les valeurs athées, matérialistes que portait l'URSS. Lorsque l'URSS s'est effondrée et que la Russie a vu le jour, notre Poutine est devenu tout d'un coup beaucoup plus fidèle à l'église orthodoxe, aux valeurs de la Russie, à son passé tsariste. C'est-à-dire des valeurs qui sont extrêmement différentes sur le plan idéologique. Mais ce qui compte pour un Poutine, c'est pas ça, c'est pas tellement ça. Ce qui compte pour Poutine, c'est la logique en camp, en bloc, en souveraineté étatique. Et donc,
c'est des considérations qu'on peut qualifier de machiavéliques. Qu'est-ce que ça veut dire machiavélique? Pas au sens méchant, mais au sens pur et simple de c'est les intérêts de ma nation, de mon groupe social qui sont les plus importants. Et finalement, les valeurs, les idéologies sont des variables qui peuvent changer. Et derrière ça, on voit l'hégémonie de la modernité, l'hégémonie de l'État moderne, l'hégémonie d'une façon réaliste, matérialiste de voir la politique. Et c'est devenu tellement hégémonique cette question de l'État moderne qu'on la voit aussi bien à gauche, à droite, en haut, en bas, que j'ai fait une petite parenthèse ici, que j'ai décidé de faire un programme qui s'appelle Décrypter l'État moderne. Décrypter l'État moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement comprendre c'est quoi la modernité, donc comprendre comment l'humanité a voulu tuer Dieu, à partir de la Renaissance notamment, et surtout à partir de l'Occident, et comment finalement on pourrait dire qu'il a en quelque sorte, évidemment en quelque sorte, réussi son pari. C'est-à-dire comment il a réussi à évacuer Dieu des questions sociales, politiques. Comprendre l'État moderne, c'est évidemment aussi comprendre l'État, et l'État c'est quoi? C'est la souveraineté, la gouvernementalité, la nation, tous des concepts qui sont clés en sciences politiques, mais qu'il faut savoir appréhender avec une grille de lecture islamique. Comprendre l'État, c'est aussi comprendre comment on gouverne, c'est-à-dire comment on domine, et c'est-à-dire aussi comment on manipule. Pas manipuler uniquement au sens de la propagande, c'est une question intéressante, je la traite aussi dans mon programme, mais manipuler au sens que quand vous dirigez un État, quand vous êtes parmi le gouvernement, vous devez manipuler des chiffres, vous devez contrôler une terre, contrôler une population, opérer des contraintes, des distinctions, des normes. Et ça, c'est au carrefour des statistiques, de la sociologie, de la psychologie sociale, de l'économie, notamment l'économie comportementale, c'est passionnant. Donc c'est pour ça que je propose ce programme qui s'appelle Décrypter l'État moderne, que je trouve personnellement très important parce que l'État moderne est tellement inscrit dans la façon de comprendre le monde que parfois on peine à s'en sortir. C'est un des pièges que je trouve le plus dangereux et c'est pour ça que je pense que décrypter l'État moderne, c'est quelque chose d'incontournable. Donc voilà, c'est un programme, c'est en fait plusieurs heures de contenu sous forme de vidéos préenregistrées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en description, en premier commentaire. Et alors, on me souffle à l'oreillette qu'il y aurait une promotion très intéressante pour encore quelques jours, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Maintenant, on passe au troisième piège. Last but not least, c'est le piège que je pourrais qualifier de matérialiste déterministe. Alors, je ne vais pas rentrer dans des définitions parce que c'est assez technique, mais déterministe, matérialiste, c'est une vision du monde dans laquelle la seule chose qui compte, c'est l'univers observable. Un univers dans lequel les lois sont mécaniques. Comprendre les lois, c'est comprendre le monde et comprendre comment le monde va évoluer et comprendre comment contrôler ce monde. Et évidemment, avec des conceptions matérialistes déterministes qui sont vraiment partout dans le monde universitaire, dans le monde académique, intellectuel, dans le monde politique, c'est aussi évacuer la question de Dieu et la question de l'âme. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, soit qu'on affirme qu'il n'existe pas, soit qu'on dise que son existence n'a pas d'importance, et il n'y a pas d'âme, tout simplement parce que la seule chose qui compte, c'est le monde observable. Et ça, c'est super important parce que ça évacue la question de la responsabilité. Pas la responsabilité au sens juridique, voilà, vous avez commis une infraction dans la loi, vous devez payer autant, vous devez faire ça, ceci et cela, mais la responsabilité au sens vraiment fondamental, au sens métaphysique. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de vous devez faire ceci ou vous ne devez pas faire cela. Et s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie après la mort, donc il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de justice absolue, profonde, divine, métaphysique. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Et alors du coup, quelle place pour la responsabilité des individus au sens moral, au sens de la vertu, au sens de l'effort que chaque individu doit faire, peut faire, au sens que chaque individu a les capacités qu'Allah Azza wa Jal lui a données pour comprendre ce qui est mal, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et pour comprendre lorsqu'il rencontre le message divin que ça c'est la vérité. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que aux yeux notamment de la gauche, la religion, c'est ce qu'ils appellent un opium du peuple. Parce que si vous expliquez d'un point de vue, par exemple, de l'islam, que les épreuves, le mal, les inégalités, les guerres, c'est aussi des épreuves envoyées par Allah Azza wa Jal, c'est une façon aussi pour Allah Azza wa Jal de trier entre les bons et les mauvais, entre les vertus et ceux qui ne sont pas, de faire émerger certains peuples, de faire disparaître certaines civilisations. C'est vu par les déterministes et par les matérialistes comme une façon bête et méchante d'éviter que les masses se soulèvent, d'éviter que les pauvres comprennent qu'il y a des injustices, d'éviter un changement social, etc. Alors, loin de moi l'idée de nier cela. Il y a évidemment, il y a toujours eu de tous les mouvements religieux une tentation d'utiliser la religion pour naturaliser l'ordre social, pour
réprimer toute contestation, et ça, on ne dit pas le contraire. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi une vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal nous explique aussi qu'il n'y a pas que les causes matérielles, par exemple la richesse d'une nation ou d'une classe sociale ou la position d'un pays dans l'ordre mondial. Il y a des causes historiques, sociales et politiques, mais ce sont des contingences. Il y a des causes qui sont plus profondes, qui font partie de Raib, et qui sont liées aussi à la vertu, à la responsabilité que nous avons en tant qu'individu, à la responsabilité sociale et collective. Quand Allah Azza wa Jal nous explique par exemple que l'état d'un peuple n'évolue que si chaque individu aussi se réforme. Ça, du point de vue de la gauche déterministe, matérialiste, c'est inentendable et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que en tant que musulman, et ça, je l'ai vécu moi-même, j'ai dû faire un travail sur moi-même, mais aussi j'ai rencontré, et on rencontre beaucoup sur Twitter, etc., de tels interlocuteurs musulmans qui militent et qui font un travail, certes, admirable pour essayer de changer les choses, mais ils se rendent pas compte que dans la façon dont ils analysent certains enjeux locaux, par exemple, je sais pas moi, les violences policières, les mauvais résultats scolaires, voilà, des jeunes issus de l'immigration, la pauvreté, la misère, etc. Donc ça, c'est sur le plan local. Et sur le plan global, la division nord-sud, la division ouest-est, la colonisation, le néocolonialisme, voilà. Sur le plan local et sur le plan global, ils ont tendance à avoir une analyse qui se rapproche très fort de la gauche, dans laquelle la responsabilité est évacuée. Il n'y a que la question des rapports de force qui est analysée. Alors que Allah Azza wa Jal dit, pour qualifier plusieurs peuples, etc., il dit bi'aydihim, c'est-à-dire ce qui leur est arrivé est aussi arrivé par leurs mains. Ils ont fait des choix, des mauvais choix, ils ont décidé d'être de mauvaises personnes. Et Allah Azza wa Jal les punit ou les éprouve, afin que soit ils soient châtiés, ou alors qu'ils prennent conscience de l'évolution des choses et qu'ils fassent un travail moral, un travail de réforme. Et ça, malheureusement, c'est complètement évacué avec une lecture déterministe, matérialiste. Il faut qu'en tant que musulman, à la fois on comprenne évidemment l'ordre social des choses et à la fois on comprenne qu'il y a une dimension métaphysique, une dimension spirituelle qui est la dimension fondamentale la plus importante. Donc voilà ces trois pièges que je vous ai résumés, que je vous ai synthétisés, parce que je me rends compte que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai eu l'occasion de faire ces études, mais j'ai eu l'occasion de faire un travail réflexif, un travail autocritique. Et je me suis dit que c'était aussi une responsabilité individuelle qui m'incombe de transmettre ça et peut-être de mettre en garde contre certains pièges. J'aurais bien voulu tomber sur ce genre de contenu lorsque j'étais plus jeune et que je me posais ces questions-là. Et pour revenir à ce programme que je vous évoquais tout à l'heure, Décrypter l'État moderne, j'ai vraiment voulu construire d'ailleurs ce programme en évitant les trois pièges que je vous ai mentionnés. Par exemple, je décrypte l'État moderne sans tomber dans le piège libéral-libertaire. Je ne pense pas que critiquer l'État moderne, ça se résume à « oh, il y a des contraintes, il y a des lois, des choses qu'ils imposent à la population », parce qu'en tant que musulman aussi, on considère que les gouverneurs peuvent prendre des lois qui s'imposent, qui posent des contraintes, etc. Donc on ne peut pas critiquer l'État moderne uniquement sur le plan de la contrainte. Le deuxième piège que j'évite dans ce décryptage de l'État moderne, c'est le piège souverainiste, campiste. Parce que dans la mentalité moderne, ce qui compte, comme je vous le disais, c'est l'intérêt de l'État, l'intérêt de mon groupe social. C'est finalement dans les maqasid, dans les finalités, le plus important dans la souveraineté moderne, c'est la souveraineté de l'État. Tandis qu'en tant que musulman, la première chose la plus importante, que sur le plan individuel comme sur le plan collectif et politique, c'est évidemment la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ça ne sert à rien d'avoir un État puissant si, pour garder cette puissance, il faut sacrifier nos idéaux, nos valeurs. Il faut abandonner l'idéal de soumission à Allah Azza wa Jal. Et enfin, j'évite le troisième piège, déterminisme matérialiste, parce que l'État moderne, je montre comment il s'est leurré. Il s'est leurré dans quoi? Dans le fait de vouloir ou de croire qu'en comprenant tous les paramètres de la société, en accumulant des statistiques, des données, etc., il pourrait très bien comprendre l'ordre social et politique, ainsi contrôler la destinée de l'État, la destinée de la population, ce qui est évidemment un leurre qu'en tant que musulman on connaît bien, notamment à travers l'exemple des deux jardins, de l'homme aux deux jardins dans la Sourate Al-Kahf. Donc voilà, j'ai vraiment eu à cœur de faire de ce programme un programme qui en quelques heures résume des concepts fondamentaux. Donc il y a un travail un peu de culture générale sur c'est quoi la souveraineté, c'est quoi la modernité, etc. Mais aussi un travail critique qui ne tombe pas dans les pièges de la critique au sens occidental, au sens de l'université qu'on le voit aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. En attendant, je vous retrouverai normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Car là, vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.